Eh bien, commençons dans le vif du sujet. Alors, on va juste rappeler un petit peu le sommaire qu'on a prévu pour vous, nos fameux 5 points. Donc, le premier point, ce sera est-ce qu'on fait un CV par compétence ou par expérience. Ensuite, on verra le contenu dans le détail. On abordera la fameuse question aussi, une page ou 2 pages sur le CV, le design, et ensuite, on vous répondra sur faut-il faire un seul ou plusieurs CV. Pour une petite introduction, ce qu'on va vraiment aborder par ces 5 points-là, c'est vraiment comment vous mettre en valeur sur votre CV et également comment vraiment l'adapter le mieux au poste que vous pouvez convoiter. Donc vous le verrez, ça passe aussi parfois par exclure certaines choses qui ne sont pas forcément nécessaires sur votre CV. Voilà, les micros sont coupés, le chat avec les questions est ouvert. Eh bien, allons-y, Fanny, tu peux commencer. Ouais. Alors, le premier point, donc un CV par compétence ou un CV par expérience. Évidemment, c'est selon votre profil. Dans un premier temps, un CV par expérience sera adapté plutôt à un parcours avec une évolution classique, par exemple un profil junior ou quelqu'un avec une expérience linéaire. L'avantage d'un CV par expérience, c'est que le recruteur peut facilement suivre la logique de votre parcours et de votre évolution avec le temps. Dans un second temps, un CV par compétence, lui, sera adapté à un parcours avec une ou plusieurs réorientations, par exemple. Si vous avez des métiers différents, si, mettons, vous êtes passé de business analyst à RH, à ce moment-là, un CV par compétence sera adapté. Il sera aussi adapté si vous avez eu de nombreuses expériences ou de nombreuses entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire par compétence uniquement si vous avez une longue expérience, mais bien si vous avez beaucoup changé. Par exemple, si en 5 ans, vous avez eu 7 entreprises différentes ou si en 20 ans de carrière, vous avez fait 3 entreprises, mais avec 5 évolutions de poste. L'avantage d'un CV par compétence, c'est que vous mettez directement en avant ce que les différents métiers que vous avez occupés ou les différents postes vous ont apporté sans focaliser du coup sur le changement de parcours. Donc, pour retenir, pour ce qu'il faut retenir, c'est vraiment un CV par expérience ou un CV par compétence, ce sera vraiment selon votre parcours. On avance après sur le contenu avec cette fameuse question, est-ce que je dois tout dire sur mon parcours ou est-ce que je ne dois pas trop en dire? Donc on va détailler ça par le premier point, les infos qu'on appelle les infos formelles. Donc ça va être notamment l'état civil. Sur votre CV, votre nom, prénom et un contact type mail et téléphone, c'est amplement suffisant. Auparavant, on recommandait de mettre la situation maritale, l'âge, date de naissance ou nationalité, ce genre de choses. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on recherche et qui est nécessaire de mettre. Parce que ça peut aussi faire l'objet de discrimination, malheureusement, dans certaines entreprises. Donc, vraiment, pas nécessaire de le mettre. Ce que vous pouvez mettre également, c'est votre adresse. Alors, l'intérêt de mettre votre adresse, tout simplement, c'est de voir dans quel coin à peu près vous allez pouvoir travailler. Maintenant, une fois encore, ce n'est pas nécessaire de mettre votre adresse en tant que telle. Vous pouvez mettre simplement votre mobilité. D'ailleurs, c'est hyper utile si vous avez justement une mobilité très large, par exemple sur toute la France ou à l'international, ou encore si vous prévoyez par exemple un déménagement. Ce n'est pas votre adresse qui sera la plus intéressante, mais bien votre mobilité, où est-ce que vous allez pouvoir travailler. Vous pouvez rajouter également, c'est très important, votre disponibilité. C'est toujours très utile pour le recruteur de savoir que vous soyez en poste ou non, mais de savoir si vous avez un préavis et de combien de temps il est, de savoir si vous êtes disponible, si vous n'êtes pas en poste, si vous êtes disponible maintenant ou par exemple à la rentrée. Vraiment, tout ça, ça va faire la différence. Donc, n'hésitez pas à préciser votre disponibilité. On voit aussi parfois le fait de préciser si on est véhiculé ou pas. Ça peut être intéressant, notamment par exemple si vous roulez en 2 roues. Ça peut nous donner aussi une idée justement sur votre mobilité encore plus. Et enfin, très important, le fait de mettre un titre sur votre CV. Il faut absolument mettre un titre sur votre CV. C'est très simple. Vous mettez tout simplement le poste, le nom l'intitulé du poste que vous convoitez. Et dans le cadre d'une annonce, si vous répondez à une annonce, en fait, vous reprenez précisément, précisément l'intitulé de l'annonce. Très simple. Concernant la partie logicielle, l'importance des logiciels dépend avant tout de votre métier. Nous, comme vous savez,
sont surtout les métiers RH qu'on connaît. Donc, si je prends cet exemple, pour un chargé RH, ce sera toujours un plus. C'est toujours mieux de le mettre, sauf si c'est un logiciel complètement interne. Maintenant, si vous êtes, par exemple, gestionnaire de paye ou responsable paye, c'est capital de mentionner les logiciels que vous maîtrisez et leur version. Donc, voilà. Mettez-vous bien en tête que c'est un plus. Maintenant, petit focus sur le pack office. Ce n'est pas nécessaire de mettre le pack office. On part du principe que tout le monde l'utilise, essentiellement Word, Outlook. Ça, voilà, vous pouvez éviter de l'indiquer. Alors, sauf s'il y a une précision sur Excel, par exemple. Mettons, si vous êtes contrôleur de gestion sociale, il sera intéressant de savoir si vous connaissez les macros, le VBA. Voilà, c'est un exemple, mais effectivement, il y a des spécificités sur Excel que vous pouvez indiquer. Si vous devez retenir quelque chose sur la partie logicielle, c'est bien que c'est un plus. Maintenant, tant que c'est cohérent avec votre métier et que ça vous différencie encore une fois. On a souvent qui sont un peu accolés, donc la partie logicielle et la partie des langues. Alors, les langues, c'est souvent difficile de savoir définir son niveau par écrit. C'est même parfois difficile de le définir, de savoir exprimer quel est le niveau qu'on maîtrise. Nous, on a deux, trois petites choses à vous dire là-dessus. Alors, la première chose, peut-être que ça va vous paraître évident, mais c'est des choses qu'on voit. Donc, on vous le dit aujourd'hui. Si le français est votre langue maternelle, écoutez, ce n'est pas nécessaire de le mettre sur votre CV. Voilà, ça c'est la première chose. Vraiment, l'idée, en fait, c'est de mettre surtout des langues que vous allez pouvoir utiliser dans le milieu professionnel, encore une fois, qui vont être en fait un atout. Donc, typiquement, si vous avez fait allemand LV2 au collège et que vous n'avez pas reparlé depuis, a priori, ça ne va pas trop vous servir sur votre CV. Maintenant, pour pouvoir vraiment bien définir votre niveau de langue, nous, on a défini 3 qualificatifs qu'on vous recommande précisément. Donc, on va prendre typiquement l'anglais pour cet exemple-là. En anglais, si vous parlez l'anglais aussi bien que le français, vraiment, voilà, vous êtes aussi à l'aise dans une langue que dans l'autre, là, vous pourrez définir votre niveau en tant que bilingue, si vous parlez aussi bien. Si vous parlez l'anglais très bien, de façon très fluide, mais moins bien que le français, voilà, vous allez comprendre, vous allez pouvoir vous faire comprendre, vous savez lire, etc. Mais voilà, avec un cran en dessous, là, vous pourrez définir votre niveau en tant que courant. Et enfin, encore en dessous, si voilà, vous arrivez un peu à comprendre, un peu à lire, vous avez quelques hésitations pour vous lancer, pour parler, mais vous arrivez quand même à formuler des phrases, vous arrivez quand même à avoir des échanges, même si c'est un peu plus hésitant, là, vous pourrez définir votre niveau en tant qu'intermédiaire. En dessous du niveau d'intermédiaire, si vraiment vous avez des bases, des notions, ou vous débutez dans une langue, finalement, ce n'est pas la peine de le mettre sur votre CV parce que vous ne pourrez pas tant que ça vous en servir dans le milieu professionnel. Donc, autant ne rien mettre du tout. Donc, vraiment, on a ces 3 niveaux, bilingue, courant ou intermédiaire, et en dessous, pas forcément nécessaire. L'autre façon encore de pouvoir définir votre niveau sur le CV, là c'est plus visuel, c'est aussi d'utiliser vous savez, le curseur où vous avez des petits points ou des petits carrés que vous pouvez remplir pour définir votre niveau, donc en suivant la même logique que bilingue, courant ou intermédiaire. À savoir également aussi, ce qui est le lu, parler, écrit, pareil qu'on recommandait auparavant, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Si vous donnez votre niveau courant ou intermédiaire, par exemple, dans une langue, on estime que c'est justement lu, parler, écrit. Donc, ce n'est pas la peine de préciser les 3. Et enfin, vraiment, le mieux pour vraiment très bien définir votre niveau, c'est de rajouter en plus ce qui fait que vous êtes à l'aise dans une langue. Typiquement, si vous avez vécu en Irlande pendant 4 ans ou si vous avez travaillé avec un N+1 anglophone, voilà, vous mettez la petite phrase en dessous et là, vraiment, ce sera très, très clair pour bien définir votre langue. Donc, bilingue, courant ou intermédiaire et une petite précision en plus pour vraiment qu'on comprenne bien quel est votre niveau de langue. Alors, dans le contenu de votre CV, vous avez aussi la partie formation. Sur cette partie, concentrez-vous vraiment sur les diplômes ou les attestations, pas forcément sur les formations internes. Si pendant vos expériences, vous avez eu l'occasion de suivre des formations Excel, des formations en management ou en développement personnel, c'est génial, mais vous aurez d'autres occasions d'en parler que l'indiquer sur votre CV. Concentrez-vous vraiment sur les diplômes, les attestations. C'est aussi la partie où vous pouvez mettre les diplômes en langue, justement. Par exemple, votre score au TOEIC. Alors, sachez par rapport à ça que pour les attestations de langue, on considère qu'elles sont valables 2 ans. Au-delà, c'est plus révélateur de votre niveau, ça devient trop ancien. Donc, bien mettre l'année d'obtention aussi de vos diplômes.
Où positionner cette partie? Alors, deux choix. Avant l'expérience. Si vous la mettez avant l'expérience, c'est plutôt que vous êtes jeune diplômé. C'est vraiment votre meilleure valeur ajoutée aujourd'hui et l'expérience est encore mince. Deuxième choix, après l'expérience, c'est tout simplement quand votre expérience est devenue votre force. Et souvent, c'est après 2-3 ans. On passe ensuite à la photo. Alors, la grande question de la photo, ça c'est vrai qu'on nous pose souvent. Donc voilà, préparez-vous. On va aujourd'hui enfin pouvoir vous répondre. Faut-il mettre ou faut-il ne pas mettre de photos? Eh bien, écoutez, vous allez adorer ma réponse puisque ça dépend. En fait, tout simplement, c'est qu'il y a deux écoles. Donc nous, on le voit parmi nos clients avec lesquels nous travaillons. Il y en a qui sont vraiment attachés au fait qu'il y ait une photo sur le CV. Et il y en a d'autres qui préfèrent ne pas en avoir du tout. Donc, partie de là, on ne pourra pas savoir quelle entreprise souhaite en avoir, quelle entreprise ne souhaite pas. Donc, finalement, c'est à vous tout simplement de décider si vous avez envie de mettre ou pas une photo. Ça vous appartient. Maintenant, ce qu'il faut vraiment savoir, si vous faites le choix de mettre une photo, il faut absolument qu'elle soit professionnelle. Sinon, ça vous desservira. Donc, une photo professionnelle, c'est très simple. Ça va être une attitude et une présentation professionnelle. Donc tout simplement, voilà, vêtements professionnels. Ça va être aussi un cadre professionnel, c'est-à-dire qu'on évite la photo coupée avec la main de votre copain qui est sur l'épaule. On évite aussi la photo qui va être prise dans la voiture en selfie ou avec les lunettes de soleil sur la tête. Voilà, encore une fois, c'est des choses concrètes qu'on vous relate. Donc vraiment, c'est important que ce soit professionnel de la même façon que vous vous présenteriez en entretien finalement. Et dernière chose, il faut aussi bien la dimensionner. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut avec le logiciel, on choisit la taille, etc. Il faut juste que voilà, elle ait la taille d'une photo d'identité, en fait, qu'on puisse voir que ça ne prenne pas toute la place sur le CV non plus. Donc voilà, professionnel avec une bonne dimension, tout simplement, et c'est vous qui faites le choix. Alors, dans la catégorie aussi des choses subjectives, vous avez la partie divers, autres, loisirs. Sur cette partie-là, sachez qu'il faut que ce soit spécifique. Alors, soit original, vous avez gagné un concours de cupcake récemment, ou plus classique, vous adorez la lecture, le cinéma. À ce moment-là, vous précisez quel livre, vous précisez quel film. Cette partie-là, elle n'est pas obligatoire non plus, c'est comme vous le sentez, mais juste ayez en tête que si vous le faites, il faut que ce soit différenciant. L'intérêt à ce moment-là, c'est d'en révéler bien sûr un peu plus sur vous et surtout peut-être de trouver une connivence, un lien avec le recruteur, votre futur manager, en tout cas celui qui vous lira. Retenez donc toujours le principe de la différenciation, de l'originalité pour démarquer votre CV des autres. Et on va terminer donc avec la partie expérience, qui est donc la partie en général la plus conséquente sur le CV. Donc là, encore une fois, c'est très simple. Le mieux pour rédiger votre expérience, c'est de procéder par tiret ou par bullet points, d'avoir vraiment quelque chose d'assez concis pour en faire ressortir les mots-clés. Évitez tout ce qui est rédaction de paragraphes très très longs, de tournures de phrases qui vont être vraiment trop longues. On veut le mots-clés, en fait, on veut les mots-clés parce que un recruteur, je pense que vous le savez, quand il lit le CV, il ne lit pas tout dans son ensemble, il accorde quelques secondes et c'est vraiment les mots-clés qu'il va chercher sur votre CV. Donc, c'est important de procéder comme ça. Ce qui est important aussi pour chaque entreprise que vous avez pu faire, c'est d'y consacrer quelques mots. Donc, en général, ça tient sur une ligne pour présenter l'entreprise. Donc, à minima, ça va être son secteur d'activité, ça peut être aussi le groupe auquel elle appartient ou la branche, ça peut être le nombre de collaborateurs. Voilà, il faut que sur une ligne, on ait une idée un petit peu du contexte où vous avez travaillé. Ensuite, pareil pour chaque expérience, pour chaque poste, sélectionnez quelques grandes missions, quelques grandes réalisations que vous avez faites. L'idée n'est pas forcément de tout mettre, l'idée c'est vraiment de donner envie aux recruteurs. Donc, vous allez mettre les plus importantes ou vous pouvez mettre aussi celles qui correspondent le mieux au poste que vous convoitez pour que vraiment on puisse faire cette adéquation en fait. C'est comme ça que vous allez vous mettre en valeur. Et toujours avec vraiment les mots-clés qui vont ressortir et qui vont être visibles rapidement. Dès que vous le pouvez, alors ça c'est aussi important en entretien, on pourra l'aborder dans un autre webinaire, dès que vous le pouvez sur chacune de vos expériences, n'hésitez pas à chiffrer, à quantifier.
Par exemple, ça va être, voilà, si vous avez fait des missions en recrutement, le nombre de recrutements que vous avez pu faire. Ça peut être aussi encore le nombre de personnes que vous avez managées, le nombre de partenaires sociaux avec lesquels vous avez interagi, le nombre de managers opérationnels avec lesquels vous étiez en contact, par exemple. Tout ce qui peut être chiffré et tout ce qui est lié à un objectif quantitatif, il faut absolument le mettre sur votre CV parce que les chiffres ont vraiment un impact fort en fait. Et puis ça nous permet tout de suite de bien mesurer votre activité. Donc important pour ça. Et un petit encart aussi sur aussi une question qu'on a souvent. Si vous avez eu une expérience très courte, faut-il la mettre ou faut-il ne pas la mettre? Tout simplement, si cette expérience ne vous a pas forcément apporté quelque chose, voilà, été alimentaire ou quoi que ce soit, il n'y a pas forcément d'intérêt de la mettre, cette expérience très courte. Vous pourrez en parler à l'oral, mais comme elle ne va pas vous mettre en valeur sur votre CV, autant l'ôter en fait. Maintenant, si cette expérience courte vous a permis, par exemple, de découvrir un nouveau logiciel, de développer une nouvelle compétence qui n'apparaît pas ailleurs sur votre CV, là, vous allez la laisser. Voilà pour l'expérience. On arrive à la fameuse question aussi pour beaucoup, un CV plutôt sur une page ou sur 2 pages. En France, c'est vrai qu'on préfère un CV sur une page. Après, vous pouvez aller sur 2 pages à partir du moment où l'expérience tient vraiment plus sur une page. Et généralement, c'est au moins 15-20 ans d'expérience. Avant les 15 ans, c'est vraiment un travail de sélection de ce que vous pouvez mettre en avant dans vos missions. Au fur et à mesure, il suffira d'amoindrir les premières expériences qui deviennent moins intéressantes par rapport aux récentes. Même avec une longue expérience, on va rechercher votre capacité de synthèse. On la recherchera aussi pendant l'entretien, ce qu'on pourra aborder, comme disait Laurie, dans un prochain webinaire, mais on la cherche déjà sur le CV. Rappelez-vous que vous devez donner envie aux recruteurs de vous poser des questions, vous ne devez pas tout dire d'emblée. Donc l'idée de cette fameuse question, un CV sur une page ou sur 2 pages, l'idée c'est bien de synthétiser avant tout. Donc si vous pouvez, faites-le sur une page. Hop, passons ensuite au design de votre CV, puisque c'est aussi ça qui compte finalement au-delà du contenu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le design? Très clairement, c'est votre patte, c'est votre personnalité. Donc, il faut le faire vraiment en ce sens-là. Maintenant, avant tout, ce qui va compter sur votre CV, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la lisibilité. Que vous choisissiez de le faire classiquement sur Word ou sur des logiciels type Canva ou CV Designer, pardon, il faut que ce soit vraiment lisible. Donc, prenez des polices simples, travaillez des espaces, faites des paragraphes relativement aérés. Je dis relativement, par exemple, quand on a une expérience conséquente, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit lisible. Et d'ailleurs, pour avoir le meilleur avis sur ça, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de le faire lire à quelques personnes de votre entourage qui ne sont pas forcément de votre métier, qui ne sont pas forcément recruteurs, pour voir s'ils arrivent bien à suivre le parcours, à voir les intitulés de poste, est-ce que ça ressort bien, etc. Est-ce que c'est vraiment lisible? C'est vraiment le mot-clé là-dessus. Est-ce qu'on peut mettre de la couleur ou pas sur son CV? Oui, pourquoi pas, à partir du moment où c'est pas criard, encore une fois, où ça fait professionnel, une couleur neutre, voilà, ça apporte un petit peu de peps au CV, donc pas de souci. Et l'autre conseil aussi que je peux vous apporter sur ça, qu'on peut vous apporter sur ça, il faut savoir que si vous envoyez votre CV sur une plateforme, si vous postulez en ligne sur une entreprise ou un cabinet, ou si vous envoyez votre CV à une adresse générique du type contact@gmail.com ou recrutement@gmail.com, voilà, toutes ces adresses génériques et ces plateformes-là, en fait, elles vont retraiter pas retraiter, mais elles vont accueillir votre CV via un logiciel, via un robot, en fait. Il peut arriver que si vous fassiez votre CV sur un logiciel spécifique, eh bien, ça va créer des problèmes et ça puisse soit décaler des choses, soit parfois même supprimer des informations. Donc, si vous envoyez votre CV sur ce type de plateforme, sur ce type d'adresse, privilégiez toujours Word parce que vous êtes sûr que tout sera bien retranscrit fidèlement à ce que vous l'avez écrit, en fait. Donc, simple, sans tableau, vraiment le format classique et efficace, c'est important pour ces tableaux-là, pour pas qu'il manque des informations à la fin, en fait. Voilà, donc en résumé sur le design, entre guillemets, laissez libre cours, faites-le comme vous avez envie. Il faut que vous le trouviez joli, votre CV, mais il faut autant qu'il soit lisible. Et sur les plateformes, on privilégiera Word pour rédiger le CV.
Alors, ce qu'on a essayé vraiment pour reprendre tous les points qu'on a vus là, et on espère que c'est ce que vous aurez bien compris, bien retenu, c'est que votre CV doit être personnel, mais surtout, il doit faire ressortir le meilleur de votre parcours et de votre expérience professionnelle. Il faut toujours veiller à ce que votre CV corresponde au mieux à l'annonce à laquelle vous répondez. Et donc, par rapport à ça, vous pouvez complètement avoir plusieurs CV. Ce sera orienté selon le poste visé. Si vous êtes ouvert à un poste de responsable recrutement ou de responsable RH, par exemple, à ce moment-là, vous modifierez en conséquence le titre, vous mettrez plus en avant certaines missions. Il faut vraiment vous mettre à la place du recruteur. Réfléchissez à ce qu'il souhaiterait lire. Il faut que ce soit personnel, mais vraiment pertinent par rapport à ce sur quoi vous postulez. Donc, par rapport à tout ça, à vous de jouer maintenant. Voilà, on espère que ces conseils vous ont bien aidé. Nous, on prévoit de faire un prochain webinar. Vous l'avez un petit peu compris peut-être a priori sur l'entretien. Maintenant, vous avez été les premiers spectateurs, si on peut dire comme ça, de ce webinaire-là. Donc, votre avis compte aussi. Si vous avez des idées, des thèmes, des choses que vous souhaiteriez aborder pour un prochain webinaire, eh bien, c'est le moment de nous les adresser par les questions-réponses si vous voulez. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur LinkedIn. On sera vraiment très intéressés de savoir ce qui vous intéresse. Et puis, sachez aussi que donc, il y aura un replay de ce webinaire que vous allez recevoir par mail. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez l'envoyer à votre réseau, à des personnes qui ont envie de quelques conseils. N'hésitez pas à le transmettre. Et puis, on va passer maintenant à la phase des questions. Donc, je vais reprendre les questions que j'ai reçues. Donc de Lamina, merci pour ce webinaire, merci à vous. Indiquer un congé maternité ou un congé parental sur un CV pour justifier un trou. Alors, ça peut faire partie aussi justement d'un caractère discriminant, le côté congé parental, le côté ou congé maternité. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé de mentionner que c'est un congé maternité ou un congé parental. Maintenant, effectivement, on peut être un peu embêté de voir un trou sur son CV de quelques mois, quelques années. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir mentionner quelque chose, mais vraiment, en aucun cas, vous êtes obligé de mentionner que c'est un congé maternité ou un congé parental. Ce que vous pouvez mettre, par exemple, ce sera congé personnel. Voilà, là, vous ne dévoilez pas trop la chose, congé personnel de temps à temps. Ça peut être, voilà, ça peut être aussi projet personnel. Finalement, c'est assez vague. Et après, bien entendu, quoi que vous choisissiez, vous le déroulez, vous l'expliquez en entretien parce que c'est là où voilà, l'échange en face à face ou en visio actuellement est plus fluide pour le dire. Voilà, mais trouver une petite chose qui va un peu expliquer, qui va combler ce trou. Il ne faut pas que ce soit vide. Il ne faut pas qu'on ait une expérience en 2017 et que ça reprenne en 2020 parce que là, le recruteur se pose trop de questions. Et quand on se pose trop de questions, voilà, on a tendance à mettre le CV de côté. Donc, trouvez quelque chose, congé personnel, projet personnel, ou voilà, vous pouvez même mettre en soi, vous pouvez mettre le congé maternité si vous le souhaitez, mais sachez que vous n'êtes en aucun cas obligé de le mettre. Et derrière, voilà, vous pourrez en parler tranquillement avec le recruteur. J'espère que ça répond bien à votre question. N'hésitez pas sinon à me réécrire sur le chat. Alors, j'ai une question de Margot. On m'a déjà reproché de ne pas mettre une expérience et cela a remis en question ma candidature. Comment choisir ce qui est important ou pas? Alors, ce qui est important, en fait, c'est vraiment, comme on le dit, ce qui va vous mettre en valeur sur votre CV, d'une part, et d'autre part, ce qui va expliquer, entre guillemets, un trou. C'est-à-dire que si vous avez eu un métier autre pendant 5 années et que vous ne le mentionnez pas du tout sur votre CV, effectivement, le recruteur peut se poser la question de pourquoi ce vide alors que vous avez vraiment eu une occupation professionnelle qui plus est. Donc, il ne faut pas hésiter à le mentionner. À partir du moment où ça a occupé une partie de votre vie ou ça a occupé une partie professionnelle. Ça fait partie de ce qu'on mentionnait tout à l'heure, en fait, les réorientations. Ça arrive, c'est pas grave, c'est très bien. J'en ai fait moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le mettre. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, si vous avez vraiment une expérience qui est très différente, une réorientation professionnelle, ça peut être de l'expliquer sur le CV sur une petite phrase. Donc, vous mettez en fait en haut votre titre, comme on disait tout à l'heure, et en dessous, vous pouvez mettre, voilà,
j'ai fait le choix d'une réorientation professionnelle ou après 5 ans en tant que boulangère, je souhaite désormais faire ce nouveau métier. Voilà une petite phrase qui va expliquer en fait cette expérience complètement différente du métier auquel vous postulez et auquel vous avez d'autres expériences par la suite. Voilà, j'espère encore que encore une fois que je suis assez claire. Fanny, est-ce que pour toi c'est assez clair comme je le fais? Non, c'est clair. Pour me dire si c'est. On a aussi une question de Isabelle qui demande si c'est pertinent de préciser que l'on est disponible immédiatement lorsqu'on est sans activité depuis plusieurs mois. Alors, tu donneras ton avis si tu veux, Laurie. Moi, je trouve que c'est toujours important de le mettre vraiment comme une information de première lecture. Encore une fois, le CV, on le lit plusieurs fois. La première fois, on va vraiment chercher les mots-clés et l'intitulé disponible immédiatement que vous mettez en dessous votre titre ou avec vos coordonnées. C'est quelque chose qu'on va lire la première fois. Bien sûr que dans le détail, après, on verra au niveau de vos expériences, si vous mettez bien les dates, on verra que ça fait quelques mois que vous n'êtes plus en activité. Mais quelqu'un de disponible immédiatement, c'est toujours un atout. Donc vraiment, mettez-le pour une information de première lecture. Oui, assez d'accord avec toi, Fanny, évidemment. Et puis, je précise aussi que quand on parlait des mots-clés tout à l'heure et du fait que vous pouvez envoyer votre CV qui va souvent passer par des plateformes, etc., sachez que ces mots-clés, ils vont aussi servir aux recruteurs quand ils font des recherches. En fait, si on recherche une personne pour un poste disponible immédiatement, eh bien, dans notre moteur de recherche, dans les CV Tech qu'on utilise, on va taper le mot-clé disponible immédiatement. Entre autres, hein, évidemment, mais c'est pour ça que c'est important de mentionner ça, c'est que ça peut aussi servir à vous retrouver comme ça. L'idée, c'est vraiment de se dire quels sont tous mes atouts aujourd'hui. Bon, bah oui, vous êtes en recherche depuis un petit bout de temps, ça peut être parfois pesant personnellement, ça on comprend tout à fait. Maintenant, côté recruteur, l'avantage, vous êtes disponible tout de suite. Et c'est ça qu'il faut voir, donc ouais, pas hésiter à le mentionner. J'avais une autre question. Alors, faut-il mettre une expérience de représentant? Alors, c'est une question, pardon, de Nathalie. Faut-il mettre une expérience de représentant du personnel dans le cas d'une reconversion vers un métier RH qui pourrait justifier la reconversion? Ah. Laurie bug. Tic-tic. On a eu un petit bug, c'est bon? Ouais, c'est bon. Moi, je t'entends de nouveau. Ok. Désolée, les aléas d'une petite connexion Internet qui a deux, trois faiblesses. Hop, on est reparti. Donc dans ce cas-là, dans le cadre d'une expérience représentée du personnel qui justifie le fait la raison pour laquelle aujourd'hui vous voulez vous tourner vers un métier RH, sur le CV, pour vraiment donner toutes les chances et qu'on vous appelle et qu'après vous puissiez en parler sur le CV, pareil, je passerai plus par la petite phrase explicative de dire que voilà, suite à je sais pas, suite à certains engagements, suite à certaines missions spécifiques, vous souhaitez aujourd'hui vous orienter vers vers un métier pardon, RH. Voilà, le côté représentant du personnel, il peut un peu faire peur, juste le mot comme ça sur le CV. Donc, l'expliquer en entretien, évidemment, mais sur le CV, passer par quelque chose d'un petit peu, un peu plus large, en fait. On a une question aussi de Bader. Doit-on mettre le type de contrat au niveau du CV? Alors, moi, j'avoue que personnellement, je suis preneuse vraiment du détail là-dessus. Comme pour la durée du CV. J'aime bien quand il y a vraiment les mois, les années. Et quand vous avez le type de contrat, je trouve que c'est aussi pertinent de le mettre. Parce qu'au moins, enfin, voilà, c'est assez. On suit bien la logique, le cheminement de votre parcours. Quand vous avez une alternance et puis après que vous êtes resté en CDD ou enfin voilà. Moi, je trouve que vraiment ce détail-là, il est pertinent de le mettre. Oui, tout à fait. De manière générale, c'est vraiment bien de le mettre, je confirme aussi. Je poursuis avec la question de David. Quid de mentionner ou pas une RQTH ou ISS? Alors, je vous avoue que ISS, je n'ai jamais vu le terme. Maintenant, pour ce qui est de la RQTH, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le mettre, bien sûr. Si vous voulez, vous pouvez le mettre.
Et en fait, à aucun moment, vous êtes obligé d'ailleurs d'en parler, même que ce soit en entretien. Le côté RQTH, c'est vraiment pas quelque chose que vous êtes obligé de mentionner. La seule chose qu'il faut mentionner à votre employeur, mais ça vient en général dans un second temps et bien après, c'est les aménagements de poste que vous pouvez nécessiter. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment pertinent de le mettre sur le CV, c'est plus à en discuter dans un second temps. Donc voilà, moi, sauf si vraiment voilà, c'est important pour vous de le mettre d'emblée sur votre CV, de le partager, sachez que c'est en aucun cas obligatoire et que ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut mettre à partir du moment où on a une RQTH. Voilà, je passe à la question de Joanne. Je suis débutante, je viens d'obtenir mon diplôme de gestionnaire de paye. Génial. Comment mettre en avant mon CV alors que je n'ai pas d'expérience dans la gestion de la paye? Alors, déjà, bonne nouvelle, Joanne. Sachez que le métier de gestionnaire de paye, vous le savez peut-être du coup si vous avez obtenu votre diplôme, c'est très, très, très demandé. Donc, à partir de là, vous êtes déjà sur un bon trend. Et d'ailleurs, même crise ou pas crise, finalement, la paye, on a toujours besoin. Donc, c'est déjà un très bon point pour vous. Comment mettre en avant votre CV alors qu'il n'y a pas d'expérience? Eh bien, vous allez simplement vous faire le focus sur toutes les compétences que vous avez appris pendant votre diplôme. Si vous avez fait un stage ou une immersion en entreprise pendant votre diplôme, n'hésitez pas à faire un pavé assez détaillé de ce stage-là pour montrer tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui. S'il n'y a pas eu cette expérience-là ou si ça ne suffit pas à combler votre CV, n'hésitez pas à ce moment-là à détailler tout ce que vous avez pu voir en fait, pendant votre formation de gestionnaire de paye. Évidemment, le recruteur va bien savoir que vous n'avez pas une super maîtrise, que vous n'êtes pas aujourd'hui à 100% très solide sur la paye, mais on va connaître les notions que vous avez. Et du coup, ça va intéresser quelqu'un qui recherche justement un profil débutant à former, etc. Donc, c'est absolument pas une tare, il faut juste voilà, adapter. Aujourd'hui, l'expérience, elle est mince, mais il faut bien montrer toute la palette de ce que vous connaissez, de ce que vous allez pouvoir développer dans votre prochaine entreprise. Alors, je ne suis pas sûre que... Franchement, merci beaucoup. On a beaucoup de questions. J'ai peur qu'on ne puisse pas toutes les faire. On fait le maximum. On a encore un petit peu de temps, donc pas de problème. Alors, un cabinet, donc question de Ina. Un cabinet de recrutement m'a conseillé de ne pas mettre une date de fin de contrat. Sur mon profil LinkedIn, pensez-vous qu'il faille faire de même sur le CV si la recherche dure depuis 6 mois? Ça dépend du profil. Alors, le profil LinkedIn, c'est encore autre chose, donc je ne l'aborderai pas là-dessus. Est-ce qu'il faut ne pas mettre la fin de contrat sur votre CV? En fait, ça va vraiment dépendre du pourquoi de la fin de contrat et du pourquoi la recherche dure plus de 6 mois. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une tare d'être en recherche. Et puis 6 mois, ce n'est pas non plus des années et des années. Il y a forcément une raison à ça. Donc, moi, personnellement, Fanny, tu me diras ton avis. Ça ne me choque pas d'avoir la fin de contrat. Comme tout à l'heure, ça permet d'avoir la fameuse disponibilité immédiate à mentionner sur votre CV. Ça vous a peut-être donné le loisir de faire d'autres choses aussi. Je ne sais pas, une formation d'anglais, un projet personnel qui peut se rajouter justement sur votre CV. Si c'est depuis 6 mois, vraiment, moi, ça me choque pas. C'est pas hyper long. Et je trouve que c'est plus carré en fait d'avoir le CV avec vraiment la date de début, la date de fin. Et il y aura moins la petite éventuelle déception quand, quand au contraire, si vous ne mettez pas de date de fin et que lors de l'entretien téléphonique ou face à face, vous vous dites bah oui, en fait, ça fait 6 mois que je n'aurais plus. On peut se poser la question de tiens, pourquoi c'est pas ce qui est écrit sur le CV. Donc, moi, je serais plutôt de l'avis opposé, Fanny. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Bon, encore une fois, je suis preneuse du détail, donc là-dessus, que ce soit le type de contrat ou la durée. Donc, moi, je mettrais la date de fin de contrat. Je suis d'accord quand tu dis qu'il n'y aura pas cette frustration. Au moins, on sait d'emblée, voilà, vous serez disponible après telle date. Et par rapport au fait que votre recherche dure depuis 6 mois, comme le dit Laurie, 6 mois, c'est pas non plus énorme. Surtout en ce moment. Heureusement ou malheureusement, vous saurez vraiment bien justifier votre recherche entre les grèves, le Covid. On le sait tous, c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Donc, voilà, pas de stress non plus. L'important, c'est toujours de savoir justifier, de toute façon, encore une fois, après, au moment de l'entretien, ce genre de choses. C'est ça. Et puis, votre transparence, elle sera appréciée en général, quoi.
c'est vraiment ce qu'on pense. Nouvelle question de Carla. Les mots-clés, peut-on les mettre en blanc sur le CV, donc présent mais non visible sur le CV afin de ressortir dans les recherches? C'est original, écoutez, pourquoi pas. Oui, si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent comme ça sur votre CV. Après, en général, quand c'est des mots vraiment importants, on arrive toujours à les replacer dans l'expérience ou dans les diplômes, etc. Maintenant, si vous pensez que ce n'est pas pertinent, que ça ne passe pas bien de cette façon-là, si vous voulez les mettre en blanc sur le CV, tant que ça ne fait pas un gros pavé blanc avec rien, oui, tant que esthétiquement ça reste bien, pourquoi pas. Comme ça, vous savez que vous faites ressortir votre CV, ouais, pourquoi pas. Merci David. ISS invalidité, sécurité sociale. Oui, je ne l'avais pas, donc merci pour la précision. Ouais, c'est du même acabit, donc même réponse que tout à l'heure pour la RPTH. Alors, une question de Valère. Je suis indépendant en freelance depuis 9 mois, mais également ouvert aux propositions intéressantes en salariat. Comment l'indiquer sans faire peur aux recruteurs? Avec le smiley. Oui, ça fait peur. Les indépendants, ça fait peur aux recruteurs. Et ça, franchement, voilà, même nous qui défendons nos candidats, qui mettons en avant une candidature régulièrement, c'est compliqué quand on a quelqu'un qui est indépendant. Il y a énormément de préjugés, puis de choses vraies aussi. Je pense qu'il faut, encore une fois, avant tout, vraiment mettre en avant l'expérience, les choses que vous avez pu acquérir, tout ce qui est vos compétences, etc. Pas forcément focaliser sur le côté indépendant. Et après, pourquoi pas, soit par la petite phrase, cette fameuse petite phrase, je l'aime beaucoup en fait, soit par la petite phrase, soit par un petit encart sur le côté, mettre en avant tout ce qui va être recherché par un employeur pour des salariés qu'on ne trouve pas chez les indépendants. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire de bien montrer que vous savez vous intégrer en équipe, ce genre de choses, vous savez travailler en équipe, que vous êtes carré sur les horaires. En fait, vous prenez tous les clichés qu'on peut avoir sur quelqu'un qui travaille en indépendant et vous allez un peu mettre en avant l'inverse, pour autant que ça vous corresponde. Évidemment, l'idée n'est pas de mentir, évidemment, mais pour autant que ça vous corresponde, de mettre l'inverse sur votre CV pour montrer un petit peu à travers votre CV, je sais ce que vous pouvez penser de moi et de mon parcours, mais je vous confirme que je suis, que j'ai un bon esprit d'équipe, que j'ai vraiment envie de m'inscrire dans la durée auprès d'un patron, auprès d'une entreprise. Voilà, désamorcer un petit peu le truc d'emblée pour pas qu'il y ait, ce préjugé qui pourrait se coller tout de suite. Fanny, t'en penses quoi? Tu as un avis sur ça? Ouais, non, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire peur à des recruteurs. Mais encore une fois, le tout, c'est le CV, c'est de se démarquer et de vraiment montrer votre valeur ajoutée aussi et de faire le lien avec ce sur quoi vous postulez. Ouais. Je rebondis aussi sur la question de Carla tout à l'heure par rapport aux mots-clés à mettre en blanc. Pour votre information, sachez qu'il y a aussi un site qui s'appelle CV Reader, donc en anglais, READER, qui permet de tester gratuitement son CV et de voir ce qui sera lu par les fameuses plateformes, les fameux robots. Donc CV Reader, n'hésitez pas à envoyer votre CV pour voir ce que ça donnera une fois que vous l'envoyez. Voilà. Alors là, Mina, la Covid a beaucoup impacté le marché du travail. À qui dites-vous? Plusieurs recruteurs n'ont pas de visibilité sur les prochains mois à venir. Avez-vous des offres d'emploi RH actuellement, notamment en CDI? Oui, on en a, heureusement. Oui, effectivement. Alors par contre, je ne vais pas vous inventer que tous les postes se trouvent chez FaceHuman. On a aussi été impacté par la crise, évidemment. Mais voilà, on a des postes à pourvoir en ce moment, on en a régulièrement. Ils sont tous présents sur notre site, donc n'hésitez pas à aller consulter notre site. On a des postes en CDI, on a des CDD et de l'intérim. Il faut savoir qu'en ce moment, et puis en temps de crise, c'est tout le temps comme ça, c'est souvent les CDD et l'intérim que privilégient les entreprises parce que justement, pas de visibilité, ils ne savent pas trop sur quoi s'engager, etc. Quand on le peut, personnellement, entre guillemets, faut jouer le jeu et il faut pouvoir s'ouvrir à ces postes-là. Ça peut vraiment vous apporter des opportunités dans un tel contexte.
Voilà. Mais maintenant, oui, oui, il y a des offres. Tout n'est pas mort, tout n'est pas à l'arrêt. Au contraire, ça reprend un petit peu. Et puis, ça reprendra d'autant plus, nous, on pense, d'ici septembre-octobre. Donc, Ouais, voilà, rendez-vous sur notre site. Ouais. je compléterais aussi, effectivement, les recruteurs, on n'a pas énormément de visibilité avec ce qui se passe sur les prochains mois à venir. On en aura sûrement plus après l'été. Mais vous, n'hésitez pas à vous rendre visible dès maintenant. Justement, c'est l'occasion aussi voilà, de vous rendre visible auprès de cabinets comme FedHuman, entre autres, de parfaire votre CV justement par le biais de ce type de webinar. Vraiment, il faut vous rendre visible et être en veille tout le temps, que ce soit crise, pas crise, été, pas été. Donc voilà. Oui, entièrement d'accord, Fanny, merci. Écoutez, je crois qu'on a traité toutes les questions. Merci à David pour votre retour que je lis aussi. Et j'espère du coup effectivement que vous allez pouvoir les utiliser tout de suite sur votre CV, ces conseils. Je refais un petit tour pour être sûre de ne pas avoir raté de questions. Mais écoutez, je pense qu'on a tout traité. Il y a Nathalie qui demande si on a une agence dans les Alpes-Maritimes. Ma géographie est très mauvaise, mais dans la zone Rhône-Alpes, je pense qu'on n'est pas trop loin. Vous pouvez contacter Michael Brunier. Michael Brunier, Brunier. Vous le retrouverez aussi sur LinkedIn. J'espère pas trop faire défaut avec ma géographie, mais je pense qu'on est bon. Sud-Est. Sud-Est. Ah bah non, on n'y est pas alors. Pardon. Cela dit, alors à ce moment-là, en fait, sachant que nous, on est tous basés en dehors de Michael, qui est donc sur la région Rhône-Alpes, comme vous l'avez compris, tout le reste de l'équipe FedHuman est basé sur Paris. Maintenant, depuis Paris, nous, on recrute sur la France entière, vraiment la France entière. Donc finalement, si vous recherchez dans cette zone-là, c'est à nous, pardon, que vous pouvez vous adresser. Donc n'hésitez pas à nous envoyer votre CV, pareil sur LinkedIn ou en candidature spontanée sur notre site. Les deux biais fonctionnent. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Voilà, merci à tous pour vos retours que je lis en même temps et pour vos merci. Donc, je vous retourne ces merci. Je souhaite à tous une très bonne journée et puis on vous tiendra au courant pour le prochain webinaire et vraiment donnez-nous vos idées, ça nous sera très utile. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.